Bonjour à tous, bonjour Jean-Vincent Placé. Bonjour Guillaume Daré. Manuel Valls vient d'arriver au Salon de l'Agriculture, ça a été chahuté pour François Hollande qui a été sifflé, hué massivement samedi. Qu'est-ce que vous pensez de ces accueils ? Par définition, ce n'était pas très poli ni très républicain d'accueillir le président de la République ainsi. Après, c'est la démocratie, il y a des modes d'expression, même si on peut les critiquer, voire les condamner. Et puis surtout, il faut écouter les agriculteurs français. C'est ce Vous comprenez cette colère des agriculteurs ? Oui, je comprends cette colère, je comprends ce qui se passe. Je vois aussi ce que sont les méfaits de ce qui a pu être fait par le gouvernement précédent par rapport au quota laitier et par rapport à la loi de modernisation économique qui porte bien mal son nom, parce que justement, ça a donné le plein pouvoir aux grands distributeurs au détriment des agriculteurs. Est-ce que ça justifie d'insulter le président de la République pour autant ? C'est inexcusable d'insulter le président de la République, je viens de vous le dire. Après, moi je le dis, je ne veux pas jeter l'opprobre sur la plupart des éleveurs, des agriculteurs, de ceux qui sont en la difficulté aujourd'hui. On regarde la crise de surproduction que nous vivons. Il y a beaucoup de raisons qui sont internationales, qui sont liées aussi à l'embargo russe, qu'il faudra revoir, je pense, et rediscuter, ce qui est la position du gouvernement, évidemment, à Bruxelles. Pourtant, on a l'impression qu'il y a presque une forme de tolérance. Il y a eu un ouvrier la semaine dernière, militant de la CGT, qui a été condamné à 250 € d'amende pour outrage à Manuel Valls. Là, il y en a eu 2 interpellés, ils ont été relâchés. Non, mais, écoutez, ce qui est important, c'est que le salon a lieu, c'est qu'il y a une crise et qu'il faut régler cette crise. Il y a des solutions nationales, elles ont été mises en place par le Premier ministre et par Stéphane Le Foll. C'est la question des aides d'urgence, 700 millions à cet été 2015. C'est la question de la baisse des cotisations sociales et c'est aussi l'accélération du paiement des aides. Parce que moi, je suis d'ailleurs secrétaire d'État à simplification, donc c'est un sujet qui m'importe parce que la réalité, c'est la parole politique, mais ce sont les actes et dans quel délai on peut essayer d'aider ceux qui sont en difficulté, notamment les plus petits et les plus modestes. Et aujourd'hui, il y a un vrai sujet qui a été très clairement dit par le président de la République, c'est la question du rapport aujourd'hui de pouvoir d'achat entre les agriculteurs et la grande distribution. C'est de 1 pour 2, c'est incroyable à quel point cela a dérivé. Et quand on voit aujourd'hui la crise de production, de surproduction, et donc la baisse de prix des cours mondiaux, voilà le cœur du débat. Et il faut régler ce problème parce que nous avons besoin des agriculteurs. Moi, je suis écologiste, je peux vous dire que je sais que les agriculteurs sont souvent les premiers écologistes sur le territoire national. Alors, vous êtes écologiste. Hier, Ségolène Royal a annoncé qu'elle voulait prolonger de 10 ans la durée de vie des centrales nucléaires. Ça vous pose aucun problème, ça, en tant qu'écologiste ? Moi, je trouve... Oui ou non ? Je vais répondre à votre question, mais c'est pas ce qu'elle a dit. Non, mais elle a dit que sous réserve de la réponse de l'autorité de sûreté nucléaire, elle pourrait prolonger. Est-ce que vous êtes content ou pas de cette décision ? Je sais pas le sujet est complexe et c'est impossible de répondre en une phrase et vous allez me laisser vraiment 1 minute 30 pour essayer d'expliquer le sujet. Nous sommes convenus dans la loi de transition énergétique qui a été votée par le Parlement et votée par les députés et sénateurs écologistes de la baisse à 50%, on est à 73% actuellement, de la part 2025. Du nucléaire. Aujourd'hui, à 58 réacteurs, oui, je sais, c'est un peu compliqué à 8h du matin, on produit 63,2 gigawatts. Donc, il y a un plafonnement à 63,2 gigawatts. Nous n'irons pas au-delà. On est d'accord. Donc, ce qui est prévu, c'est que quand l'EPR va s'installer, peut-être, même si moi, je ne suis pas un partisan de l'EPR, on ferme d'autres, on est d'accord. Notamment Fessenheim et les 2 réacteurs qu'il y a là-bas à Fessenheim. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? En 2018, sous l'autorité de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, eh bien, il y aura un arbitrage à faire pour ne pas dépasser les 63,2 MW et tout à la fois moderniser. Parce que certains de vos collègues écologistes qui ne sont pas au gouvernement considèrent que c'est une humiliation pour vous qui êtes au gouvernement. Pour moi, j'ai une référence sur ce sujet. Il y en a un qui est particulièrement écologiste et qui suit cette loi de transition énergétique et qui connaît parfaitement ces sujets. C'est mon ami Denis Baupin, le vice-président de l'Assemblée nationale. Et il dit des choses très simples, c'est que dans le cas de cette loi, la loi ne dit pas la sortie nucléaire. Non. Moi, je suis à titre personnel pour la sortie nucléaire. C'est 50%. Pour arriver à ces 50%, à un moment ou à un autre, donc ça ne vous scandalise pas effectivement sur cet aspect-là. En une phrase. Attention, Guillaume, pas toutes les centrales. C'est-à-dire qu'il y aura quelques centrales qui auront vocation à être modernisées, mais je conclue là-dessus, et je le dis aussi pour mes collègues du gouvernement, attention, la filière nucléaire aujourd'hui telle qu'elle est, avec les échecs de l'EPR et en Finlande et à Flamanville, c'est plutôt au bord de la faillite. Donc très sincèrement, je ne vois même pas comment on va trouver l'argent pour prolonger. Donc c'est pour ça que le côté mot d'ordre de on va prolonger de 10 ans va arriver face à une forme de réalisme et de pragmatisme qui fait que, de toute façon, il va falloir aller beaucoup plus vite sur les énergies renouvelables et sur la maîtrise de l'énergie pour les Françaises et les Français. C'est ça vraiment le sujet de demain, surtout dans la COP21. Quelque chose de très concret, Jean-Vincent Placé. Vous avez en charge la simplification. Je crois que vous allez annoncer bientôt la mise en place, notamment sur le plan Internet, d'un identifiant unique. C'est-à-dire quand on paye ses impôts, qu'on va à la CAF, on est toujours un peu perdu, on ne se rappelle jamais le mot de passe, l'identifiant. Désormais, on aura
aura un identifiant unique avec un seul portail, c'est ça? En effet, on va annoncer, le gouvernement et donc moi-même, en avril-mai, la création de France Connect. France Connect, l'objectif, ça va être de mutualiser l'ensemble des sites Internet qui sont liés aux services publics, donc pour les citoyennes et citoyens qui sont en connexion 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec l'administration française pour régler tous les problèmes, pour régler tous les papiers, de plus en plus dématérialisé, de plus en plus rapide, de plus en plus simple. Ça, c'est vraiment une grande ambition et c'est la volonté du président de la République qui a présenté le choc de simplification en 2013. Et bien, au bout de 3 ans, eh bien, ça se réalise. On aura un identifiant qui nous permettra d'aller payer ses impôts. D'autres mesures que j'annoncerai sous l'autorité du président de la République et du Premier ministre d'ici 3 mois. La CAF, par exemple, vous parliez des rendez-vous? Oui, les rendez-vous directement sur Internet. Pouvoir prendre ses rendez-vous avec la CAF, ça se fait déjà par exemple dans la CAF du Val-de-Marne, de l'Allier et de la Savoie, et il y a une volonté de généraliser d'ici la fin de l'année. Et vraiment, je vous le dis, on fait beaucoup de blabla, paraît-il, en politique. Eh bien moi, avec le gouvernement, je réalise des choses pour faciliter la vie des Françaises et des Français. C'est mon ambition. La loi El Khomri, vous la soutenez sans réserve. Est-ce que pour autant le gouvernement peut rester sourd face à ces contestations? Il y a près de 765 000 signataires ce matin de la pétition qui s'oppose à cette loi. C'est de la même manière. Il y a eu une discussion au sein du gouvernement. Il y a un avant-projet qui a été envoyé. Moi, évidemment, je suis solidaire. En plus, je suis solidaire d'autant plus que je partage sur le fond, justement, la volonté de faire en sorte qu'on réforme. Parce qu'on ne peut pas rester tel qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 13% des contrats qui se font en CDI. Il y a ces jeunes, il y a des syndicats qui disent c'est pas possible. Guillaume Daré, c'est exactement ça. La loi doit être présentée le 9 mars. Le 9 mars, on est à 10 jours. Il y a une discussion à avoir. Il ne faut pas reporter pour calmer les choses? Ça, c'est une décision qui sera prise au niveau du Premier ministre. Vous en pensez quoi? Et je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Mais rapidement sur le sujet, les syndicats, on va les réécouter cette semaine. On va voir si on est sur le 9 mars ou si on va au-delà. C'est le Premier ministre et le Président de la République qui décideront ce sujet de calendrier. Et puis, évidemment, on va intégrer des propositions. Et je le dis aussi, rien n'est intangible. On va intégrer des amendements du Parlement. Enfin, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, cette majorité n'écoute pas le Parlement, et y compris sa propre majorité. Donc, avant-projet au Conseil d'État, discussion avec les syndicats, discussion avec le Parlement, sa majorité, et y compris son opposition, parce que c'est extrêmement important dans une démocratie apaisée d'écouter son opposition. Et d'ailleurs, vous avez dit que vous étiez prêt à travailler avec certaines personnalités de droite qui ont dit qu'elles voteraient cette loi. Un mot justement. Frédéric Lefebvre, Xavier Bertrand, ils disent Nathalie Kosciusko-Morizet ont dit qu'ils la voteraient. Un mot justement de politique, du débat autour de cette primaire. Vous avez dit que vous souhaitiez la candidature de François Hollande, que si le chef de l'État est candidat, a priori, pas de primaire. S'il ne l'était pas, qui est le mieux placé pour représenter la gauche? Est-ce que ce serait Manuel Valls? Moi, je ne fais pas de politique fiction. D'ailleurs, je ne tiens pas à dire que la primaire est une astuce politicienne. La primaire de gauche est quelque chose d'intéressant. À partir du moment où on veut débattre du projet, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que tirer un bilan? Moi, je suis d'accord pour tirer un bilan des 5 années. Si le président ne se représente pas, c'est une hypothèse. Oui. Est-ce qu'il faut une primaire dans ce cas-là? Moi, je ne suis pas dans la politique fiction. Je vous l'ai dit. Je soutiens le président de la République et son action et celle du gouvernement. Je pense que c'est le meilleur candidat et d'évidence, c'est le cas dans tous les sondages pour la gauche, même si nous sommes dans une certaine forme de difficulté. Dans tous les cas, il nous faut unir, c'est tout de même le meilleur candidat, il nous faut unir et rassembler davantage, il nous faut convaincre, il faut expliquer l'action, et puis je le dis aussi très clairement, il faut continuer à réformer, et c'est ce à quoi je vais m'atteler à mon niveau cette année encore. Merci beaucoup Jean-Vincent Placé.